Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT et aujourd'hui on va travailler sur les probabilités conditionnelles, théorème de Bayes, tout ça là, en biostatistique. Donc c'est un cours magistral assez long, assez large, on va voir pas mal de choses. Moi j'aimerais qu'à l'issue de cette heure, vous maîtrisez le concept des probabilités conditionnelles, donc avec les différentes formules qu'on va voir, que je vous montre là rapidement. Bien sûr, vous maîtrisez l'arbre pondéré, ça c'est un énorme piège en première année. Vous faites tous des arbres, les arbres ils servent quasiment à rien. Il y a quelques cas ça sert, on va en voir ensemble, mais sinon ça ne sert quasiment à rien. Un petit peu de probabilité totale, donc c'est une formule assez simple, théorème de Bayes, vous avez souvent ça, finalement c'est un théorème assez classique, d'accord. On ira quand même un petit peu plus loin, j'ai quand même envie que vous puissiez voir les variables aléatoires, que vous puissiez comprendre l'espérance mathématique, extrêmement important. Calculer la variance et l'écart type, vous ne savez toujours pas. Après 3 mois de cours en biostatistique, calculer un écart type à la main. Ce n'est pas possible. Vous devez maîtriser ça absolument. D'accord? Oui, vous me dites, ouais, mais la calculatrice, elle le fait tout seul, etc. Oui, mais rien de mieux que de le faire à la main quand il y a quelques items. Bien sûr, quand il y a un tableau avec 10 valeurs, vous ne pouvez pas le faire à la main, mais quand il y a 4-5 valeurs, c'est tout à fait réalisable. Et en plus, si vous êtes malin et vous êtes fort en calcul mental, vous êtes plus rapide que les autres. D'accord? Donc c'est sur ça qu'un petit peu on va travailler aujourd'hui. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'NT. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Sur les probabilités conditionnelles, vous avez un certain nombre de formules, on va les revoir ensemble. Concrètement, déjà, faut comprendre un truc assez simple, et souvent vous faites avoir sur des trucs bateaux, et donc je vais voir d'abord avec ça avec vous. Donc première chose, vous avez événement, événement contraire, d'accord? Alors ça, c'est un piège classique de QCM, on va aller voir tout de suite quelques exemples. Vous faites tout savoir parce que vous pensez que vous connaissez ça, ok? Allez, on va faire un exemple, je suis sûr que vous allez vous tromper. Donnez les événements contraires. En passe, on choisit 2 étudiants au hasard. L'événement A, les 2 étudiants sont des filles. À votre avis, quel est l'événement contraire? Alors on me dit les 2 étudiants ne sont pas des filles. Les 2 étudiants sont des garçons. Les 2 étudiants ne sont pas des filles. Bon, je vois qu'il y a un peu une discorde dans le chat. Je vous propose qu'on voit la solution. Vous allez voir, c'est assez étonnant. L'événement contraire, c'est au moins un des 2 étudiants est un garçon. En fait, lorsque vous avez un événement contraire, toute la phrase doit être contraire. D'accord? C'est-à-dire que quand on a les 2 étudiants, bah, donc, du coup, ça devient au moins un. Et si sont des filles, du coup, c'est l'inverse, c'est un garçon. Vous avez compris le concept? Allez, on en va pour 2-3 autres. Donner l'événement contraire, dans un groupe de français et d'anglais, on discute avec une personne. L'événement B, la personne est un homme français. Quel est l'événement contraire? Alors, on propose au moins un des personnes est une fille anglaise. Alors, il y a un petit problème quand même, parce que là, tu mets au moins un, sachant qu'on a une seule personne. Il faudra faire gaffe à ça, d'accord? Alors, l'événement contraire de ce truc-là, c'est ça. L'événement B, contraire, du coup, c'est la personne est une femme ou un anglais. Alors, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y avait un truc caché là. Il y avait un petit truc caché ici, il y avait un « et » en fait. Il y avait un « et » caché dans la phrase. En fait, la personne est un homme et un français. Du coup, si je veux l'événement contraire, je dois avoir donc la personne est une femme ou alors c'est un anglais. Ça, c'est l'événement contraire. Troisième exemple. Donner l'événement contraire. Donc à la cafétéria, Alix prend un plat et un dessert. L'événement C, Alix prend une pizza et un fromage. Quel est l'événement contraire? Il y a un peu de débat. Je vous montre la réponse. L'événement contraire, c'est Alix ne prend pas de pizza ou ne prend pas de fromage. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le fameux et qui se transforme bien sûr en ou. Et quand on a un truc qui est pas contraire, qu'on n'arrive pas à avoir un contraire facile, un opposé facile, du coup on met la négation. Donc c'est vachement plus facile. Du coup, Alix ne prend pas de pizza ou ne prend pas de fromage, c'est beaucoup plus facile, donc beaucoup plus lisible, d'accord? Dernier exemple, donner l'événement contraire. À une loterie, Élise achète 3 billets. L'événement D, l'un des billets au moins est gagnant. Quel est l'événement contraire? Alors on propose aucun billet n'est gagnant. Oui. L'événement contraire, c'est aucun billet n'est gagnant. Est-ce que je peux dire aussi tous les billets sont perdants? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça aussi par exemple? Tous les billets sont perdants. Si aucun billet n'est gagnant, c'est que tous les billets sont perdants. Donc c'est bon, ça fonctionne. Ok? C'est de la grammaire, hein, c'est des phrases, voilà. Alors, je peux vous dire que ça,
j'ai fait les 4 exemples les plus communs que vous retrouverez souvent en première année. Ça fait une catastrophe terrible au QCM parce que vous prenez pas le temps de faire des exemples, de vous entraîner avec ça. Il y a toujours 1 ou 2 items au concours là-dessus, donc ne vous faites pas avoir, d'accord? Voilà, donc ça c'est le concept d'événement contraire. Je vous conseille vraiment de travailler là-dessus. Alors ensuite, on va voir le concept d'incompatibilité. Ça, c'est un truc que vous oubliez totalement dans les QCM parce que vous foncez dans les calculs, alors qu'en fait, il faut vérifier des choses. Alors, un exemple très simple. Dans une urne, ça contient des boules blanches, noires et rouges. On va tirer une boule dans l'urne, d'accord? L'événement A, c'est le fait de tirer une boule blanche. L'événement B, c'est le fait de tirer une boule ni blanche ni rouge. L'événement C, c'est tirer une boule noire ou une boule rouge. Est-ce qu'on peut affirmer que A et B sont incompatibles? Par exemple, d'accord? Donc en fait, est-ce que je peux par exemple tirer une boule blanche et à la fois tirer une boule ni blanche ni rouge? Est-ce que c'est possible? Effectivement, c'est incompatible. Je peux pas tirer une boule blanche et dans l'autre cas, tirer une boule ni blanche ni rouge. Okay. D'ailleurs, tirer une boule ni blanche ni rouge, ça veut dire tirer une boule noire, si on réfléchit bien. Du coup, l'événement B, c'est tirer une boule noire, si on réfléchit bien. Ok, je peux pas tirer une boule blanche ou une boule noire. C'est pas possible. Alors justement, je vous propose qu'on travaille sur un jeu de 32 cartes. L'événement A, la carte choisie est un pic. L'événement B, la carte choisie est un rouge. Donc ça peut être cœur ou carreau. L'événement C, la carte choisie est une figure. Ça peut être valet, dame ou roi. J'aimerais que vous puissiez me calculer les probabilités. Donc, de A inter B, de A inter C, de P de A inter C. Donc je les ai tous faits, hein. P de A inter B, P de A inter C, P de B inter C. Ok. Mais également, on va calculer P de A, P de B, P de C, P de A union B, P de A union C, P de B union C. Bref, je veux toutes les probabilités possibles. D'accord? Alors pour calculer notamment P de A, on va commencer par celui-ci. P de A, je vous rappelle que c'est la carte choisie est un pic. D'accord? Il y a 32 cartes. Il y a 4 possibilités. Pic, trèfle, cœur, carreau. Ça fait combien? 8 chances sur 32, c'est ça. Donc ça veut dire que j'ai 8 pics, 8 chances sur 32. Donc ça me fait finalement un quart. Ok? 0,25 si vous préférez. Alors je vous déconseille de mettre toujours, je vous déconseille de mettre en virgule. Toujours laisser en fraction si c'est possible, d'accord? Ça vous aidera pour la suite dans les calculs. Pareil avec P de B. P de B, c'est donc la carte choisie est un rouge, cœur ou carreau. Bah, il y a quoi? Bah, il y a 16. 16 sur 32. Donc, 1,5. Donc 0,5. Pour P de C, la carte choisie est une figure. Valet, dame, roi. Donc on peut avoir le valet de carreau, de pique, de trèfle, de cœur, et x3. Donc ça fait 12. Il y a 12 figures. 12 figures sur 32. Alors on fait une petite division, hein. Je pense que vous maîtrisez ça. Enfin j'espère pour vous que vous maîtrisez ça, sinon ça va pas le faire, hein, cette affaire. D'accord? 3 huitièmes. Est-ce que ça vous convient? J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise des biostatistiques, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur les biostatistiques, comporte plus de 27 modules de cours. Il y a de quoi faire pour vraiment bosser, aller en profondeur. Notamment aujourd'hui, on a travaillé sur les probabilités conditionnelles, théorème de Bayes, ainsi que les variables aléatoires avec l'espérance, notamment la variance et les quarts types. Il y a de quoi faire. C'est constitué bien sûr de pas mal de cartes mentales, hein, comme tu peux le constater, mais également bien sûr du contenu de cours, des schémas précis, des applications numériques, des quoi mémoriser, des pièges classiques, des notions avec des lexiques. Et puis, bien sûr, flashcards QCM pour pouvoir aller beaucoup plus loin, comme d'habitude, avec des pièges classiques qui sont bien détaillés. Et bien sûr, c'est un parcours certifié, c'est-à-dire que tu réalises des défis avec moi, tu réalises un examen, tu réussis et tu peux obtenir une attestation de formation, certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Moi, je te laisse avec ce cours magistral sur les probabilités conditionnelles. Bon courage à toi. Alors, P de A inter B. Essayons de le faire sans calcul, pour l'instant. Alors, P de A, c'est la carte choisie est un pic. Et P de B, la carte choisie est un rouge. Est-ce que je peux faire P de A inter B? La question est là déjà, première chose. C'est pour ça que je vous dis, avant de faire n'importe quel calcul, on vérifie. Est-ce que je peux être un pic et un rouge? Est-ce que je peux être un cœur pic rouge? Non, c'est pas possible ça. Donc, c'est incompatible. D'accord? Incompatible. Ça, typiquement, vous aurez fait le calcul, si je ne vous l'ai pas dit, vous l'aurez fait. N'est-ce pas? Dans le chat. Vous l'auriez fait. Hein? D'accord. Hein. Alors P2A inter C, si on réfléchit bien, P2A c'est la carte choisie est un pic.
et C, la carte choisie est une figure. Du coup, finalement, si je veux la réponse, c'est que la figure, c'est soit un valet de pique, soit une dame de pique, soit un roi de pique. Ça me fait 3 sur 32. Je n'ai pas de calcul à faire. Et si je voulais faire des calculs, quel serait le calcul? Est-ce que si je fais P de A fois P de C, ça fonctionne? Donc je reprends finalement juste les valeurs. Donc P de A fois P de C, P de A c'est 1 quart, et P de C c'est 3 huitièmes. Donc ça me fait 3 sur 32. Voilà. On peut donc faire finalement le calcul en faisant P de A fois P de C. Ça c'est la manière pour calculer P de A inter C. Je précise, je ne l'ai pas dit au tout début de la vidéo, mais le symbole là veut dire inter. Ok? En gros, veut dire et, pour faire simple. Ensuite, on a P de B inter C. En gros, est-ce que je peux avoir la carte choisie est un rouge, cœur ou carreau? Est-ce que ça peut être une figure, valet d'un roi? Si on réfléchit sans calcul, effectivement, je peux faire un valet de cœur, un valet de carreau, une dame de cœur, une dame de carreau, un roi de cœur, un roi de carreau. Bref, vous avez compris, ça fait donc 6 sur 32. Et 6 sur 32, c'est quoi? Eh ben, on peut prendre les calculs, hein. C'est donc P de B fois P de C. P de B fois P de C, ça fait 1 demi fois 3 huitièmes. D'accord? Ça fait donc 3 sur 16. Ça fait donc bien 6 sur 32. Si on revient à l'envers. D'accord? Il nous reste à faire P de A union C, P de A union B, P de B union C. Alors effectivement, pour les P de A union C, c'est plus considéré comme un OU. Alors pour le calcul, c'est simple. Vous faites P de A plus P de C moins P de A inter C. Et là, vous remplacez par les formules des probabilités. D'accord? On a dit tout à l'heure que P de A, c'était 1 quart. Alors 3 huitièmes moins P de A inter C. Donc, on a 1 quart plus 3 huitièmes moins 3 sur 32. Donc, bien sûr, il faut maîtriser les fractions. Donc là, pour ce faire, on va tout mettre sur 32, comme ça, c'est vachement plus simple. Bon, je m'embête pas, on peut bien simplifier d'une autre manière, mais je mets sur 32, ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc là, 1 quart, je vais multiplier par 8, ça fait 8 sur 32. Plus 3 huitièmes, il me faut que je le mette sur 32, je multiplie par 4, ça fait 12 sur 32. Moins 3 sur 32, ça fait donc 20, moins 3 sur 32, ça fait donc 17 sur 32. Alors je suis désolé, mais j'ai ce que j'appelle l'écriture automatique. C'est-à-dire que concrètement, le calcul se fait sans que j'ai besoin d'intervenir intellectuellement. D'accord? Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, je donne la réponse, enfin, ma main donne la réponse alors que je suis en train d'expliquer des choses. C'est normal, donc vous inquiétez pas. D'accord? J'essaie de travailler là-dessus. J'ai l'écriture automatique. Je sais pas si vous avez ça. C'est un syndrome particulier, hein. P de A union B, ça fait P de A plus P de B moins P de A inter B. P de A, on a dit que ça faisait 1 quart. P de B, ça fait 1 demi. Et P de A inter B, on a dit que c'était pas genre incompatible, quelque chose comme ça? Ouais, c'est incompatible. Ça vaut 0 du coup. Extrêmement pratique. Et ça nous permet du coup d'avoir finalement donc 1 quart plus 2 sur 4 et donc 3 sur 4. 3 quarts. Ensuite, P de B union C, ça fait P de B plus P de C moins P de B inter C. Donc P de B, ça fait 1 demi. Ensuite, P de C, ça fait 3 huitièmes. P de C, 3 huitièmes, moins P de B inter C. On a dit que ça faisait 6 sur 32. Je le vois ici. Du coup, 6 sur 32. Il suffit maintenant de mettre sur le même dénominateur. Donc là, concrètement, l'idée, ça va être de le mettre sur, on va le mettre sur 16, d'accord? Donc sur 16, ça veut dire que là, je vais multiplier par 8. Donc ça fait 8 sur 16, plus 6 sur 16, moins 3 sur 16. D'accord? Voilà. Et donc ça me fait 8 14, moins 3 sur 16. Ça me fait donc 11 16e. Allez, soyons fous. On va encore faire 3 petits trucs liés à ça. Et si on faisait tous les inverses, tous les événements contraires de ça? P de A union C bar. P de B union C bar. P de A union B bar. Par exemple, est-ce que c'est facile à calculer ça? Ça, normalement, c'est instantané. Ouais, on fait 1 moins le contraire. Donc, on fait 1 moins P de A union C. Puis, ensuite, on fera P de A moins B union C. Puis, on fera 1 moins P de A union C, union B, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Du coup, c'est assez facile. Il suffit de faire P de A union C. Ça fait donc 1
moins 17 sur 32, donc du coup ça nous fait 32 sur 32, moins 17 sur 32, donc ça nous fait 15 sur 32, d'accord? Voilà. Et c'est pareil pour les autres. P2A union C, c'était 11, donc ça fait 1 moins 11 16e, voilà. Et donc ça fait 16 moins 11 sur 16, ça nous fait donc 5 sur 16e. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. L'autre c'était 3 quarts, si je dis pas de bêtises, ça fait 1 moins 3 quarts, voilà, ça fait 4 quarts, moins 3 quarts, donc ça fait 1 quart. Voilà. Bim! Facile ou pas? Je vous propose un exercice piège. On pose 2 questions aux étudiants de passe. 45% des étudiants ont juste à la première question, 32 ont juste à la seconde question et 21 ont juste aux 2 questions. Quelle est la probabilité en pourcentage qu'un étudiant ait répondu juste à l'une ou à l'autre? La réponse, elle est instantanée. Elle doit être simple, efficace. Si vous faites un arbre, c'est long. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire d'arbre, hein. Je dis juste, il y a des façons de faire en passe-LAS, il doit être immédiate. Donc là, en général, tu regardes ça, tu te dis, je vais faire un arbre. Donc oui, c'est logique, hein, on prend le concept des arbres, hein. Les arbres, c'est donc de faire plusieurs chemins et puis ensuite d'avancer petit bout par petit bout. Je comprends la logique. Je comprends parfaitement la logique. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis, bah tiens, je vais mettre éventuellement une partie première question, juste ou faux, et puis une deuxième partie de question, juste ou faux. J'imagine que vous avez ça en tête. Si tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied. La réponse est instantanée, d'accord? Elle tient en une seule ligne. Il faut juste comprendre et analyser l'énoncé pour que tu puisses ne plus te faire avoir. Alors je dis pas qu'il faut pas faire d'arbre, mais il y a plein de cas où on n'en fait pas. D'accord? En fait, finalement, il y a très peu de cas où on fait d'arbres. Très peu de cas. Là, c'est typiquement un cas où on n'en fait pas d'arbres. D'accord? Je te montre, c'est facile. Alors, déjà, il faut restructurer l'énoncé sous forme d'événement parce que c'est incompréhensible. Donc, moi, je vais dire l'événement A. Bah, concrètement, c'est l'étudiant qui a répondu à la première question. D'accord? Ensuite, on va dire que l'événement B, c'est le fait que l'étudiant a répondu à la deuxième question. Jusque-là, normalement, tu suis. Et du coup, si je veux la probabilité qu'un étudiant ait répondu à l'un ou à l'autre, bah c'est comme si je calculais finalement P de A union B. Et P de A union B, c'est quoi? C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et c'est quoi P de A? Et bah P de A, c'est quoi? C'est 45%. D'accord? Donc ça fait 0,45. Et P de B, c'est quoi? C'est 32%. Donc ça fait 0,32. Et P de A inter B, puisque en fait, la 21% juste aux 2 questions, c'est le fait d'avoir répondu à A et à la B. Donc du coup, moins 0,21. Et ça se fait calcul de tête. 0,45 plus 0,32, ça fait 0,77. Moins 0,21, ça fait 0,56. Basta, c'est fini. 56% ont donc répondu à l'un ou à l'autre des questions. Est-ce que tu as capiche l'exercice? Typiquement, vous faites toujours manger par les trucs comme ça. Le tableau suivant donne la répartition de 1800 étudiants. On passe en fonction de la méthode d'apprentissage du niveau de l'étudiant. En gros, on va choisir un événement au hasard, l'événement être doublant et mémoire visuelle sont-ils indépendants? On va réfléchir sur la notion d'indépendance. Alors pour cette notion d'indépendance, en fait, il faut déjà prendre 2 petits calculs pour que vous compreniez très bien. En fait, on fait P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Là, c'est la formule assez classique, d'accord? Et s'ils sont indépendants, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P de A sachant B est égal à P de A, et que aussi P de B sachant A est égal aussi à P de B. Ça veut dire qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que je peux écrire n'importe quoi dedans. Je peux écrire par exemple que j'ai P de B, P de A sachant B fois P de B. D'accord? Et si j'ai cette égalité-là, on parlera donc d'indépendance. C'est ça la notion d'indépendance. D'accord? Vous devez absolument maîtriser ça en première année. Et vous faites toujours avoir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on vous parle pas trop en première année. On vous fait un petit peu mettre ça de côté et en QCM, vous vous faites bombarder. D'accord? On va commencer par écrire l'événement être doublant. Donc ça, c'est le fait d'être doublant. D'accord? L'événement D. On va mettre ensuite l'événement V comme mémoire visuelle. D'accord? Et donc, on va essayer de calculer ces petites probabilités. Donc, on va faire P de D inter V. P de D inter V, c'est donc P de D fois P de V. On va réfléchir si ça fonctionne bien, ça. Alors, je complète juste mon tableau rapidement, parce qu'il faut le faire, hein. Donc, ça fait 1250. Là, ça fait 320. Là, ça fait 230. Là, ça nous fait donc, du coup, 1200. Là, ça nous fait 600. Et donc, on doit arriver au total de 1800. On vérifie, hein. 1200 plus 600, ça fait 1800. 1250
plus 320 plus 230, donc les deux ensemble, ça fait 550, donc ça fait bien 1800. Voilà. Normalement, addition, vous maîtrisez, d'accord? À partir de là, je vais réfléchir que c'est quoi le fait d'être doublant. Donc là, on en a 600 sur 1800. Voilà. Et le fait d'avoir un mémoire visuel, bah, c'est d'avoir finalement 1250, voilà, sur 1800. Et on calcule, alors là, pour le coup, effectivement, vous prenez calculatrice. Je vous épargne le calcul, je vais vous mettre la valeur. C'est 0,22. Inter-V. Là, on va essayer de voir cette notion d'indépendance, finalement. C'est un peu vraiment mon objectif. Donc, je vais faire P de D fois P de V sachant D. D'accord? Donc, P de D sachant, avec P de V sachant D, P de D sachant V, ça nous fera, du coup, un calcul de 1250 sur 1800. D'accord? Multiplié par 400 sur 1250. En fait, la stratégie, l'astuce pour ça, c'est que vous devez absolument trouver l'un par rapport à l'autre. Donc, un dans le dénominateur. Si vous trouvez ça, vous avez compris. D'accord? Voilà. Et après, vous faites 400 divisé par 1800. Vous supprimez les zéros. Tac, tac. Ça nous fait donc 4 sur 18. 2 sur 9. D'accord? 2 sur 9, etc., etc. Vous faites la dichotomie, hein, et ça fait à peu près 0,22. Et ben là, on a bien cette notion d'indépendance. J'étais un petit peu vite sur la réflexion, juste l'écriture est fausse. Mais c'est pas grave, vous avez compris la réflexion. En gros, c'est P de V fois P de D sachant V. Ok? Mais en fait, on s'en fout. Parce que vous avez toujours dans votre tête la même stratégie. D'accord? Vous devez avoir dans votre tête la même stratégie. Donc si je reprends P de V, hein, c'est bien effectivement, donc c'était 1250 sur 1800. 1250 sur 1800, ça marche. Hein. Et P de D sachant V, et bah c'est bien, donc c'est bien 400 ici, ok, P de D sachant V, 400 sur, du coup, notre 1250 sur le total de V. Une boîte carrée contient 12 enveloppes, 2 rouges, 6 jaunes et 4 vertes. Un joueur tire au hasard une enveloppe et si elle est rouge, il gagne 40 €, si elle est jaune, il perd 20, si elle est verte, il tire une deuxième enveloppe de lion sans avoir replacé la première enveloppe, et cette deuxième enveloppe est rouge. Il gagne X €, sinon il perd 18. Est-ce que le montant du gain algébrique qu'il faut attribuer à un joueur est de 123 € lorsque l'enveloppe tirée au deuxième tirage est rouge pour que l'espérance X soit égale à 10 €? Waouh! Alors en général, quand vous voyez ce genre d'exercice, vous avez envie de tirer une balle parce que ça a l'air super chaud et super long surtout. Ça a l'air très technique, hein. Vous pouvez l'être. Votre objectif, c'est de passer 2 minutes max sur ce genre d'exercice. Il y a des stratégies pour aller vite. Et à votre avis, là, faut-il faire un arbre? La meilleure solution, je pense quand même, c'est l'arbre pondéré pour démarrer. Oui, je vous dis qu'il faut pas le faire, mais des fois, il faut le faire. Donc on a 12 enveloppes, donc 2 rouges, 6 jaunes et 4 vertes. Ça veut dire que concrètement, j'ai 3 possibilités. Ok, soit je vais toucher finalement des rouges, soit je vais toucher des jaunes, soit je vais toucher des vertes. Parce que là, on comprend le concept, d'accord? Un joueur tire au hasard, soit une enveloppe rouge. Ah, dans ce cas-là, il gagne 40 €. Soit il prend jaune et il perd 20 €. D'accord? Soit il prend vert. Et dans ce cas-là, il fait un deuxième tirage. Et si dans ce tirage-là, la deuxième enveloppe, elle est rouge, il gagne X €, ça on ne sait pas combien. Et par contre, on va mettre tout simplement X bar pour dire qu'il perd 18 €. Enfin, R bar. Enfin, simple pour dire qu'il perd 18 €. Ça, c'est le mini arbre pondéré. Je pense que ça suffit largement pour comprendre l'exercice. On peut bien sûr aller plus loin. Immédiatement, il faut mettre les probabilités. Donc du coup, je vais me rapprocher, puis on va aller là-dessus. Là, c'est quoi? On va faire P de R. P de R. J'ai combien P de R? J'ai 12 enveloppes de rouge, donc 2 sur 16. 2 sur 12, pardon. 2 sur 12. Un sixième. Ensuite, j'ai jaune. Jaune, il y en a 6 des jaunes. D'accord? Donc 6 sur 12. P de jaune, c'est 6 sur 12. Donc un demi. D'accord? Et puis, j'ai le fait d'avoir du vert. Le vert, il y en a 4. Donc, c'est 4 sur 12. Jusque-là, normalement, vous me suivez. Ok, 4 sur 12, ça fait donc 2 sur 6, donc ça fait donc un tiers. Mais au deuxième tirage, je me retrouve finalement avec un de moins. Parce que c'est bien expliqué quand même que c'est écrit il tire le deuxième enveloppe de l'urne sans avoir replacé la première. Donc, il en reste plus que 11 des enveloppes. Et donc, il faut bien calculer ça. Il tire une enveloppe. Donc, si tu tires une enveloppe, il en reste combien?
Donc il y a 2 sur 11 en probabilité là. Et là, c'est l'inverse. C'est l'événement contraire, ça fait 9 sur 11. Donc voici un petit peu l'arbre pondéré. Maintenant, on va le transformer sous forme d'un tableau. Vous allez voir, c'est vachement plus simple quand même de le mettre sous forme d'un tableau. Je vous explique. En gros, on va mettre ici les xi et ici, on va mettre les px égale xi. D'accord? Et ça va vous faire comme ça un beau petit tableau assez sympathique pour faire des calculs. Donc là, xi, c'est la valeur qu'on gagne. Donc 40, puis ensuite c'était 10, moins 20, puis ensuite c'était x, on sait pas combien, et l'autre c'est moins 18. D'accord? De l'autre côté, on va retrouver des valeurs qu'on avait, hein, donc 1/6, ensuite c'était 1/2, ensuite c'est du coup, alors faut multiplier les probabilités, donc ça fait 1/3 multiplié par 2 sur 11, ça nous fait donc 2 sur 33. Et le dernier, moins 18, du coup on se retrouve à faire finalement 1/3 fois 9/11, ce qui nous fait donc 9 sur 33. Ok, ça c'est pour trouver les probabilités. Jusque-là, ça va. Vous captez là ou pas? Ok, on multiplie les probabilités lorsqu'on enchaîne, hein, lorsqu'on enchaîne le truc. Pourquoi 9 sur 11? Parce que en fait, des boules rouges, on a 2, d'accord? Donc ça fait 2, 11 sur 11, et donc l'événement contraire de R, ok, R bar, c'est donc 1 moins 2 sur 11, ça fait donc 9 sur 11. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enfin calculer cette fameuse espérance. Dans l'énoncé, on nous dit que l'espérance, ça vaut 10. Alors, est-ce qu'on peut le retrouver d'un point de vue calculatoire? Donc, on va essayer, hein, tout simplement. Alors, l'espérance, c'est E de grand X, d'accord? Et c'est quoi? C'est la somme de 0 à n des xip, x égale xi, et on nous dit que ça vaut 10. Donc, il faut qu'on le prouve, ça. Alors, le calcul est assez simple en soi. En fait, on multiplie tout dans le tableau. Ok? Vous multipliez tout ce qu'il y a dans le tableau. Alors là, c'est pour ça que maîtriser les calculs mentaux, c'est quand même plus évident, hein. Donc, 40 fois 1/6, moins 20 fois 1 sur 2, plus 2 sur 33 fois x, puisqu'on ne sait pas ce que ça vaut, hein, d'accord? Moins 18 fois 9 sur 33. Ça, c'est le calcul de base. Et ça vaut 10. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à retrouver le x, d'accord? Qui, normalement, dans l'énoncé, nous était indiqué comme valant 123 €. Il faut qu'on retrouve ce calcul-là. L'approche, c'est d'essayer de balancer, enfin de diminuer le maximum de fractions. Faut qu'il n'y ait plus de fractions, sinon vous êtes en galère, d'accord? Et après, c'est ce qu'on garde à gauche, on garde à droite, hein, c'est vous qui décidez, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écrire tout sur ce que je peux faire pour le simplifier au maximum, voilà. Et après, derrière, je vais réfléchir. Ensuite, ça fait 162 sur 33, moins 10 égale 0. Je mets tout à gauche, comme ça on est tranquille. Et après, l'idée, c'est de faire quoi? Bah, c'est de mettre éventuellement tout sur 32. Alors, 40 sur 6, ça fait 20 sur 3. Ah, il y a un truc qui va être intéressant parce que le 33, c'est facile, ça va être multiplié par 11. Là, je vais mettre 10. Ensuite, j'ai 2 sur 33, x, moins 62 sur 33, moins 10 égale 0. Ok, je fais encore une étape supplémentaire. Ensuite, j'y vais et j'envoie du lourd, hein. Donc là, si je veux tout sur 33, je multiplie finalement par 11. Donc ça me fait 20 fois 11, 120 sur 33, moins 33, 330 sur 33, plus 2 sur 33, x, moins 162 sur 33, moins 330 sur 33. Est-ce que vous me suivez toujours? Une fois que j'ai fait ça, je fais mon petit calcul. Donc là, je peux faire, par exemple, le premier, ça fait moins 110 sur 33, plus 233x. Ensuite, je pourrais additionner les deux si j'ai envie, donc ça fait moins 492 sur 33 égale 0. Et je continue comme ça à l'infini, vous avez compris comment on calcule. Une fois que j'ai ça, je peux enlever les 33, il ne me reste plus que 110 plus 2x, moins 492 égale 0. Donc ça me fait finalement moins 602 égale 2x, d'accord? Le 2x, il va porter un moins. Il me restera donc x égale 602 sur 2. Ça fait donc 301. Et donc, finalement, je devrais trouver la valeur de 301 en gain algébrique. Est-ce que vous avez compris? Ce genre d'exercice, vous devez absolument le savoir le faire en 2 minutes. Pour ça, vous faites un petit arbre, vous faites un tableau, vous faites les calculs, vous trouvez la réponse. 2 minutes, pas plus. Si vous faites plus de 2 minutes, c'est que vous n'êtes pas assez bon. Il va falloir vraiment vous entraîner et performer. Une entreprise qui fabrique des tubulures pour les services de chirurgie fait une étude sur une gamme de tubulures produites. Le diamètre théorique est de 1,3 cm, mais cette mesure peut être légèrement erronée. Donc l'expérience consiste à tirer au hasard une tubulure d'un lot de production et de mesurer son diamètre. On a donc une variable aléatoire
avec une bille choisie au hasard. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir ce petit tableau pour calculer un écart type. Et on me demande si ça fait bien 13%. Et on a un tableau. Vous êtes extrêmement nombreux chaque année à paniquer parce que vous ne savez pas calculer une variance ou un écart type. Et c'est vrai que c'est catastrophique. Vous devez absolument savoir calculer un écart type à la main. Moi, je trouve ça extrêmement évident. Là, on a 5 items, 5 éléments dans un tableau. Vous pouvez calculer à la main. Si vous savez pas le faire, il va falloir l'apprendre, d'accord? Et très rapidement. C'est pas uniquement une calculatrice que vous allez vous faire aider. On va d'abord calculer la moyenne. D'accord? Donc, c'est du coup assez simple, hein. On fait les XI, PI. Voilà. Pour calculer la moyenne, bah, finalement, vous faites quoi? On fait, c'est quelque chose qui est pondéré, d'accord? Donc, faut le penser pondéré. Donc, on fait 1,298 multiplié par 0,2. Puis, on multiplie 1,299 multiplié par 0,1, etc., etc. On fait ça. D'accord? En faisant ça, on va retrouver finalement la moyenne qui est de 1,300, 3000, enfin 3001, quoi. 1,3001. Ça, c'est pour trouver la moyenne. Jusque-là, normalement, il n'y a pas trop de difficultés techniques. Mais ça va nous être extrêmement utile. Puisque après, on va calculer l'écart type. Alors, avant de faire l'écart type, on va prendre la variance de x. La variance de x, c'est quoi? C'est donc de 0 à n, c'est la somme des écarts à la moyenne au carré. D'accord? Xi moins m au carré. Fois PI. On va pas oublier ce petit truc. Ok, la probabilité. Donc, ça donne quoi en termes de calcul? Ça fait 1,298 moins 1,300 au carré multiplié par 0,2. Plus, j'en fais un deuxième et vous avez compris l'idée. 299 moins 1,300. Alors la moyenne, je mettrai un 1, hein, et je veux être précis, je mettrai ça, d'accord? Multiplié par 0,1, etc., etc. D'accord? Et on calcule comme ça, petit bout par petit bout, finalement, notre variance. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ça nous fait une valeur de 0,00000, et je sais pas combien de 0,17, d'accord? Une fois que j'ai ça, je fais la racine de la variance pour obtenir l'écart type, la racine de la variance, et ça me donne finalement racine de 0,0000017, et ça me fait du coup 0,0013, et ça me fait non pas 13%, mais 0,13% d'erreur. Voilà, ça, c'est un truc assez classique que vous pouvez avoir à faire sur un écart type. Alors, on considère P2 égale 0,30, P2A bar A est égal à 0,80, P2B A bar contraire égale 0,10. Trouvez les bonnes réponses. P2A bar égale 0,70, P2B égale 0,31, P2A inter B égale 0,24, P2A bar A petite barre 0,774, P2A slash B est égal P2B slash A. On va faire slash, c'est plus simple comme terme. Slash. Petite précision, P2B slash A, c'est quand on parle de la probabilité de B sachant A, d'accord? Et si j'ai l'inverse, P2A slash B, c'est P2A sachant B, ok? Voilà. Faites bien gaffe à ça. Si je veux, bah moi ça me paraît évident, et vous me direz si vous trouvez ça évident. Si je veux trouver P2A bar, je fais 1 moins 0,30, ça fait 1,070. Je pense que A, il est juste. De tête, hein. Je réfléchis, je me dis ça peut être juste. Pour P2B, alors on a des petits trucs là. Si j'utilise les formules qu'on me donne ici, là, P2A inter B et P2A, donc il y a le P2A qui est ici. Moi je veux P2B. Ah bah je vais essayer d'aller chercher P2B qui est ici. Je vais essayer de le trouver là. Je me dis ça peut être pas mal ça. Est-ce que j'ai P2A inter B? J'ai pas P2A inter B, j'ai un autre. Est-ce que je peux quand même trouver une magouille technique? Est-ce qu'il y a moyen de le trouver, quoi? Alors il y a d'autres formules. P2A inter B, c'est égal à P2A fois P2A slash B. D'accord? Ou alors P2B égale A slash B. Et bah grâce à ça, je peux trouver P2A inter B, et donc, par la suite, je peux retrouver P de B. Je sais pas si vous comprenez l'idée. A, B, D. On va voir si tout ça c'est juste. Alors, pour P2A bar, on fait 1 moins P2A, donc ça fait 1 moins 0,30, ça fait 0,70. Jusque-là, pas de problème. P2B, c'est un peu plus technique, parce que du coup, il va falloir multiplier les probabilités. On fait donc 0,30 P2A fois P2A slash B, P2B slash A, pardon, d'accord, pour trouver la première partie de probabilité. Et on fait la même chose. On va prendre finalement P de A bar, le premier qu'on a trouvé, et on multiplie par P de B slash A bar, d'accord, avec 0,10. Et ça nous fait du coup 0,31. Ça s'appelle les probabilités totales, d'accord. Ensuite, on a P de A inter B. Alors, P de A inter B, c'est P de A fois P de B, d'accord. Du coup, bah, faut faire P de A, donc 0,30, d'accord, et P de B. Alors, P de B, il faut trouver le bon chemin, d'accord. Donc, c'est P de A sachant B, enfin P de B sachant A, du coup, ça fait 0,80.
Ok, donc on multiplie les deux, ça fait 0,24. D'accord? Voilà. P de A slash B, 0,774. D'accord? Donc celui-ci, on pourrait faire presque l'inverse de l'autre. Hein. Donc moi, ce que je ferais, c'est utiliser la formule de Bayes, d'accord? Et donc on reprend la formule des probabilités totales qu'on a fait tout à l'heure, enfin voilà, et on remet avec 24. Ça fait 0,24 sur 0,31. 0,674. Et P de A slash B est égal à P de B slash A. Est-ce que c'est égal, on va dire? Non, c'est opposé. D'ailleurs, c'est même totalement différent. On lance un dé équilibré. Chaque valeur de 1 à 6 possède une probabilité de 1 sixième. S'il est équilibré, 1 sixième, ça me semble cohérent, non? Moi, je mettrais vrai. L'espérance est de 3,5. La valeur 3,5 peut être observée lors d'un lancer. Sur beaucoup de lancers, la moyenne tend vers 3,5. Et est-ce que l'expérience vaut 6? L'espérance, rappelez-vous, c'est le fait de réussir à obtenir une valeur. Mettez ABD, d'accord? Ok. Effectivement. Donc là, le dé, il est équilibré. Ce se rappellera une loi uniforme. On verra ça dans un autre cours magistral. On fera toutes les lois. Après, c'est beaucoup plus technique. Si je veux trouver l'espérance, je fais donc la somme de tout, de toutes les possibilités. Ça fait donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, divisé par 6. D'accord? Ça fait donc bien 3,5, la moyenne des 6 faces. D'accord? La valeur 3,5 peut être observée lors d'un lancer. Alors, pour un lancer, ça va pas être possible. D'accord? Puisqu'on peut avoir que 6 valeurs possibles, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je fasse X fois. D'accord? Sur beaucoup de lancers, la moyenne tend vers 3,6. À force de faire des lancers, je vais obtenir justement un système avec une sorte de cloche, et ça me permettra de trouver l'espérance de 3,5. D'accord? Est-ce que l'espérance est à 6? Non, ça voudrait dire qu'à chaque fois j'ai la bonne valeur. Non, c'est pas possible. Ça, c'est juste la valeur maximale, pas la moyenne. Voilà. On peut pas se tromper normalement là-dessus. On considère un gain X égale 10 euros avec une probabilité de 0,2 et moins 2 avec une probabilité de 0,8. Est-ce que l'espérance est de 0,4? Est-ce que le jeu est favorable au joueur? Est-ce que le joueur gagne exactement 0,4 à chaque partie ou est-ce qu'il faut prendre en compte la valeur moins 2? Le jeu est équitable. On propose ABD. Alors, on va dire prendre ABD. Hop, ok, c'est bon. Alors, pour l'espérance, on fait comme tout à l'heure, 10 fois 0,2. Donc, 10, c'est le gain probable, d'accord? Et fois la probabilité 0,2. On rajoute ça aussi avec moins 2, d'accord? Fois 0,8. D'accord? Donc, ça fait bien 10 fois 0,2 plus moins 2 fois 0,8. Ça nous donne bien 0,4. Ça, c'est le gain théorique. D'accord? Moyen théorique. Le jeu est favorable aux joueurs. Bah, du coup, si on gagne 0,4, l'espérance est positive, donc c'est favorable aux joueurs, d'accord? Dans l'autre cas d'ailleurs, c'était extrêmement défavorable, on avait quelque chose de négatif dans l'exercice d'avant. Le joueur gagne exactement 0,4 à chaque partie. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire qu'on gagne exactement 0,4, ça veut dire qu'à force de jouer, on finira par obtenir ce gain moyen, d'accord? Donc c'est pas un gain qui est certain. Il faut prendre en compte la valeur moins 2. Bah oui, si tu veux calculer l'espérance, il faut quand même calculer ça, hein, d'accord? C'est important. Gain algébrique. Est-ce que le jeu est équitable? Bah non, parce que l'espérance, il est à 0,4, il faudrait que l'espérance soit nulle, que ça soit équitable, d'accord? On considère une variable x prenant 1 avec la probabilité 0,5 et 3 avec la probabilité 0,5. Est-ce que l'espérance vaut 2? Est-ce que l'expérience au carré de x au carré égale 5? Est-ce que la variance égale à 1? Est-ce que l'écart type vaut 1? Est-ce que la variable n'est pas dispersée? Allez, on va dire ABC. Ok, alors faut qu'on retravaille un petit peu là-dessus. Est-ce que l'espérance vaut 2? Alors si on fait un calcul simple, on fait 1 fois 0,5 plus 3 fois 0,5, ça fait 2. Moyenne pondérée classique, à la main, on pourrait le faire de tête, bien sûr. L'autre, c'est au carré. Alors ça veut dire qu'il faut que je réfléchisse. Ça veut dire qu'à l'intérieur des éléments, il faut que je mette les carrés, quoi. Ça fait 1 au carré, fois 0,5, plus 3 au carré, fois 0,5. Donc ça me fait bien 5, d'accord? C'est le carré des valeurs. Vous pouvez avoir ce genre de formule pendant l'examen et pas comprendre, mais pouvoir appliquer. Ça arrive très souvent. La variance vaut 1. Bah, si on fait 5 moins 2 au carré égale 1, puisqu'effectivement, c'est une des formules pour trouver la variance. E moins EX carré, le tout, permet de trouver la variance. Par exemple, une des formules de la variance, ce serait de faire ça. C'est pour ça qu'on vous demande dans l'intérieur de calculer le x carré, pour trouver la variance dans l'item d'après. D'accord? Je répète, hein, c'est des QCM d'application, l'idée c'est que vous puissiez enchaîner et réviser rapidement. D'accord? C'est pour ça que du coup, je retrouve 5 moins 2 au carré égale 1. Pareil, l'écart type, je rajoute l'écart type parce que finalement, racine de 1, ça vaut 1. Donc effectivement, si je refais, c'est bien validé. D'accord? Et est-ce que c'est n'est pas dispersé? Eh ben, 1 et 3 sont situés à distance 1 de la moyenne de 2, donc forcément la dispersion est non nulle. D'accord? Donc c'est faux.
On avait pas mal de choses dans ce cours magistral, notamment dans les probabilités conditionnelles. On a vu la notion d'incompatibilité, d'événements, événements contraires, la notion d'indépendance, également les calculs d'espérance mathématique, les quartiers de variance, et bref, on a vu pas mal de choses. Je vous ai mis quand même pas mal d'applications aujourd'hui, donc c'était quand même assez puissant, d'accord? Mais ce n'est rien comparé à tout ce que tu vas avoir en PASS sur la biostatistique. C'est extrêmement large. Donc moi, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biostatistique générale, qui te permet justement de bien travailler ces notions-là, à la fois les notions de formule, les notions de cours, les pièges classiques de QCM, un petit peu d'application, un petit peu d'entraînement flashcard, exercices, etc. Bref, pour que tu puisses avancer vite, c'est un parcours certifiant, c'est-à-dire que concrètement, tu vas pouvoir réaliser des défis avec moi, réussir un examen pour obtenir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je t'invite à bien sûr regarder. Et si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire sur contact@tonprofmt.com. Je serai très ravi de répondre à toutes tes questions. Moi, je te retrouve bien sûr pour un autre cours magistral sur cette thématique ou pas, mais en tout cas, n'hésite pas à suivre l'affaire à travers la chaîne YouTube. Je te dis à très ciao.